Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Après les deux dernières vidéos qui étaient un peu lourdes, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu plus amusant. Alors voilà, vous aussi vous avez cette collection d'abonnements invisibles, un pour le cloud, un pour les photos, un pour les backups, et au final vous payez un loyer pour vos propres fichiers. Alors quand vous essayez de reprendre la main avec un NAS, c'est cher, on vous promet que ce sera simple, puis 3 heures plus tard, vous êtes en train de lire un obscur forum sur les droits du SMB. Bref, sauvegarder correctement, c'est soit cher, soit compliqué, soit les deux. Alors je me suis posé une simple question, un peu tordue pour l'amusement, est-ce qu'on peut faire gratuit, vraiment gratuit, en utilisant une infrastructure déjà massive, déjà partout, déjà optimisée pour stocker de la donnée à l'infini? Et cette infrastructure, c'est YouTube. Dans cette vidéo, on en apprendra un peu plus sur la vidéo, la compression vidéo, la correction de données corrompues, alors restez avec moi. Comment procéder? Alors premier point, on ne va traiter qu'un seul fichier et non une arborescence de fichiers pour simplifier. Si on veut une arborescence de fichiers, on utilisera un algorithme de compression type zip, rar ou même l'ancien tar. Deuxième point, si on ne parle pas compression, on pourrait découper nos données en paquets de la taille d'une image dans notre vidéo. Si on part d'une résolution 1080p, chaque image de la vidéo fait 1920 par 1080 pixels. Comme un pixel est composé de 3 couleurs de base, rouge, vert et bleu, chaque pixel occupe 3 octets, donc une image permettrait de stocker 1920 x 1080 x 3, donc 6 mégaoctets de données, pas mal. Mais c'est impossible, car la compression effectuée par YouTube, comme beaucoup de compressions, n'est pas lossless, c'est-à-dire sans perte. Que fait donc l'algorithme de compression pour réduire drastiquement la taille d'une vidéo ? Il travaille un peu comme l'algorithme du MP3. Il va éliminer les détails les moins visibles, et sur nos images où les pixels sont des données, c'est catastrophique. De nombreux pixels vont être modifiés, et les données, puisque les pixels dans ce cas sont des données, seront fortement corrompus. Ce n'est donc pas une bonne idée. Chapitre 2. Comment marche la compression vidéo? YouTube utilise des algorithmes adaptatifs en fonction des clients, c'est-à-dire des navigateurs. Et les algorithmes H264 AVC ou VP9 ou HEVC peuvent être utilisés. Comme je l'ai dit, ces codecs ne compressent pas une vidéo comme un fichier zip, ils exploitent le fait qu'une vidéo c'est souvent presque la même image d'une frame à l'autre, avec des zones qui bougent et des zones qui ne bougent pas. Ils décrivent donc surtout des différences, pas des images complètes. On peut donc remarquer que dans notre cas, chaque frame sera complètement différente, puisque ce sera un bloc de pixels représentant nos données. La compression ne marchera sûrement pas très bien, mais c'est une autre histoire. Pour être plus précis, une vidéo compressée H264, AVC, HEVC, VP9 est une suite d'images de 3 types plus des métadonnées. Premier type d'image, les iframes. Donc c'est une photo complète, ça coûte cher en bits, mais ça sert de point de départ. Donc les vidéos sont constellées régulièrement de iframes. Ensuite nous avons les pframes. On prédit l'image à partir des images précédentes et on encode seulement ce qui diffère. Enfin viennent les B-frames, on prédit à partir du passé et du futur, dans le flux, c'est encore plus efficace, mais ça ajoute de la latence et de la complexité. Il faut aussi comprendre qu'un codec, au lieu de comparer les pixels un à un, découpe chaque image en un bloc. Alors sur H264, les blocs sont des macro-blocs typiquement de 16 par 16 avec la possibilité d'avoir des sous-blocs. En HEVC, nous avons une structure en arbre, souvent du 64 par 64, aussi découpable plus finement. Et en VP9, des superblocs, aussi de 64 par 64, qui peuvent également être découpés. Pour chaque bloc, le codec choisit un mode. Petit a, mode intra. Il prédit le bloc à partir des pixels voisins, au-dessus, à gauche et à droite, avec des directions verticales, horizontales, diagonales. Super efficace pour les zones lisses, les murs et le ciel. Deuxième mode, inter. Ça marche bien si le bloc ressemble à un autre bloc d'une autre image, mais déplacé de dx, dy, donc un déplacement vectoriel. C'est la compensation de mouvement. Au lieu de réécrire un visage qui se déplace, on écrit un vecteur de mouvement plus une correction.
les codecs modernes autorisent des vecteurs à précision subpixel, 1 demi-pixel, 1/4 de pixel, plusieurs tailles de blocs pour les petits détails, grands pour les zones uniformes, et parfois plusieurs références, différentes frames, plusieurs prédictions combinées. Même avec une bonne prédiction, il reste une différence qu'on appelle un résidu. Le codec encode ce résidu, mais pas en pixels bruts. Il applique une transformée proche d'une DCT, donc transformée en cosinus direct, qui convertit le bloc en composantes. Composantes basse fréquence, des formes globales dégradées, et des composantes haute fréquence, des détails fins, des textures. Comme pour l'algorithme du MP3, les algorithmes vidéo vont tolérer des simplifications peu visibles. Comme l'œil tolère mieux la perte dans les hautes fréquences que dans les basses, on va donc surtout simplifier les détails fins. C'est là que la compression devient lossy, donc avec perte. Quand on quantifie plus fort, le fichier est plus petit, mais on perd beaucoup de détails avec des artefacts, blocs, lissage, ringing. C'est le choix de la qualité d'encodage lors de la compression. Les codecs diffèrent beaucoup sur leur capacité à masquer les pertes. Les codecs savent gérer l'entropie, les variations importantes et difficilement prévisibles sont compressés sans perte via du codage entropique. Ça exploite le fait que certains octets sont plus fréquents. HEVC et VP9 compressent mieux que H264 car ils ajoutent des raffinements qui sont blocs plus grands et découpes plus flexibles, qui sont mieux adaptés aux grandes zones uniformes et au contenu 4K. Plus de direction, meilleure prédiction. Mouvement plus fin, meilleure précision, meilleure référence. Transformé quantification plus sophistiquée. Filtrage en boucle, donc qui s'appelle aussi in-loop filters, plus avancé avec des deblocking filters. Ces filtres réduisent les artefacts et rendent les prédictions suivantes plus propres. Résultat pratique, HEVC et VP9 peuvent souvent donner une qualité similaire à H264 avec 30 à 50% de débit en moins suivant les contenus et les réglages. AV1 pousse encore plus loin au prix d'une complexité d'encodage plus élevée. Le détail très important à considérer est le chroma subsampling. La plupart des vidéos grand public sont en HYCB-CR 4.2.0. Y, la luminance est en pleine résolution. CBCR, la couleur, est en résolution réduite, donc on compresse plus la couleur que la luminosité parce que l'œil est moins sensible à la résolution chroma. Ça explique parfois des bavures de couleurs sur du texte ou sur des aplats. Voilà pour la théorie, maintenant on va regarder comment on peut appliquer ça dans notre cas. Chapitre 3. Comment faire pour ne pas avoir une altération de données avec la compression? On l'a bien compris, la compression avec perte va être un grave problème pour notre besoin car les algorithmes de compression vont détruire une bonne partie de nos données. Il nous faut donc trouver des astuces. Premier point, pour éviter que chaque pixel soit considéré comme un détail insignifiant puisqu'il variera beaucoup, ce sera des données, il nous faudra plus d'un pixel pour stocker de l'information. On va donc utiliser plutôt un bloc de pixels. Et ça tombe bien car on a vu que les algorithmes utilisaient des découpages par bloc. Mais la question est quelle taille pour nos blocs? Si on prend des blocs trop grands, on stockera moins de données. S'ils sont trop petits, au contraire, on aura plus de chances de voir nos données altérées. C'est donc un choix très important. On a vu que par défaut les algorithmes utilisaient suivant l'algorithme des pavés de 16 par 16 pixels ou de 64 par 64 pixels, mais nous avons vu aussi qu'ils savaient faire des sous-blocs. Donc des blocs plus petits à l'intérieur de ces blocs. Donc pour éviter une trop faible densité de données par image, on prendra des blocs de 8 par 8, ce qui réduit la capacité de stockage d'une image à 97K par image. Ça descend vite, mais on ne va pas s'arrêter là car on a vu que si la luminosité était bien conservée, la couleur va trinquer et le respect de la couleur du bloc sera souvent altéré, donc les données seront corrompues. Il nous faut aussi gérer ce problème. Quand la simplification de couleur intervient, c'est rarement un changement violent de la couleur, mais par exemple, un rouge sera peut-être remplacé par un rouge légèrement différent. Alors le problème, c'est que légèrement, ce n'est pas une quantification, donc ce n'est pas très précis. Il est difficile d'estimer combien ce rouge sera modifié. Pour diminuer les risques de modification abusive de couleurs, on va se limiter à du blanc, du noir, du rouge, du vert, du bleu et j'y ajoute du jaune. Donc les petites variations approximatives de couleurs n'auront aucun impact sur notre algorithme et nos données. Donc on part avec un pavé de 8 par 8 pixels qui encode non plus
1 octet, mais 6 valeurs possibles, donc 2 bits et demi de données. Une image encodera donc maintenant 1,6 kg de données seulement. Heureusement qu'une vidéo sera à 30 images par seconde, donc 48K de données par seconde, soit 2,9 mégaoctets par minute. Ouf! Mais comment être certain qu'il n'y aura aucune altération de données malgré tout? On ne peut pas le garantir car les algorithmes de compression font un petit peu ce qu'ils veulent dans les limites de leurs spécifications. Et les premiers essais que j'ai réalisés montrent une petite corruption malgré toutes les précautions que nous avons prises. On est donc dans l'impasse et c'est ce qu'on va étudier dans le prochain chapitre. Et j'en profite pour vous dire que si vous êtes encore là, c'est que cette vidéo vous intéresse et donc n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de mettre un pouce bleu et, si possible, de mettre un petit commentaire, ça favorise la recommandation de la vidéo dans le flux. Merci. Chapitre 4, la correction des erreurs. En réfléchissant à ce problème, je me suis souvenu d'un cours que j'avais eu étant étudiant il y a pas mal de temps hélas. Les codes de correction d'erreurs et en particulier le Reed Salomon. Imaginons que l'on veuille envoyer 5 nombres, que l'on appelle souvent symboles, mais sans aucune erreur. Reed Salomon ajoute 2 nombres en plus des 5, calculés à partir des 5 premiers. On envoie donc 7 nombres au total, mais si pendant le transport un seul de ces 7 nombres est abîmé, l'algorithme Reed Salomon permet au destinataire de retrouver lequel est faux et de le réparer. On peut réparer quelques dégâts sur nos données, mais pas tout évidemment. Si l'image est complètement modifiée, on ne pourra rien faire. Mais je pense que c'était clair dans l'esprit de tout le monde. En d'autres termes, plus on comprime, plus la qualité d'image diminue, donc pour nous, plus il y aura d'erreurs, et à partir d'un certain seuil, ce ne sera plus réparable. L'idée de Reed Salomon est d'envoyer les octets plus des indices, permettant de corriger les octets faux. Ces indices permettent de reconstituer correctement les octets altérés. L'algorithme ne travaille pas sur des bits, mais sur des octets entiers. Donc si un octet est mauvais, c'est considéré comme une seule erreur, même s'il y a plusieurs bits faux dans cet octet. Ça rend Reed Salomon excellent contre les erreurs en rafale, un paquet de bits qui saute, parce qu'une rafale abîme quelques octets complets, plutôt qu'une multitude de bits isolés. D'autres algorithmes existent qui, eux, peuvent corriger des bits dans un flux de bits. Dans Reed Salomon, la suite d'octets de nos données est considérée comme une courbe. Ce n'est pas une courbe continue comme en géométrie avec des décimales, mais une fonction définie dans un petit univers discret où il n'existe qu'un nombre fini de valeurs possibles, par exemple 256 valeurs quand on travaille avec des octets. Dans cet univers, la notion de polynôme et de point reste parfaitement valable. Tu prends par exemple tes octets et tu les considères comme des réglages d'une formule du type f2x égale a0 plus a1x plus a2x au carré, plus, etc. Ici, a0, a1 sont juste des paramètres qui règlent la forme de la fonction. Reed Salomon dit simplement tes octets ce sont ces paramètres. Nos octets sont donc les paramètres de cette fonction. Donc à partir de n'importe quelle suite d'octets, on fabrique automatiquement une fonction f, mais cette fonction vit dans un univers où tout reste dans l'intervalle 0 à 255 et avec des opérations réversibles. Reed Salomon travaille donc dans un système de calcul où tout résultat reste dans un ensemble des 256 valeurs possibles. On peut diviser sauf par 0, donc résoudre des équations proprement, et la reconstruction est possible. Au final, une fois f défini par les octets de mes données, l'encodeur choisit plusieurs valeurs d'entrée x, par exemple x égale 1, 2, 3, dans ce monde discret, et calcule f de 1, f de 2, f de 3, etc. Ces résultats, des octets eux aussi, sont ce qu'on met dans les blocs de l'image. Et c'est ça les points sur la courbe. Chaque point est une paire x, f de x, sauf qu'en pratique, on n'a pas besoin d'envoyer x, puisque tout le monde sait que nos données correspondent à x égale 1 pour le premier, x égale 2 pour le deuxième, et ainsi de suite. C'est la convention qu'on peut appliquer. Et ça marche car toute suite d'octets correspond à une fonction f unique, qui a une propriété cruciale. Si on connaît assez de points corrects, on trouve forcément la fonction f, donc les coefficients, donc le message. Quand il y a des points faux,
Comme il n'y a qu'une seule fonction f qui représente suffisamment de points à la fois, l'algorithme Reed-Salomon n'essaye pas de deviner au hasard, il utilise le fait qu'une fonction définie par k coefficients ne peut pas passer par n'importe quel point, donc quelques points faux finissent par être incompatibles avec tous les autres. On identifie lesquels sont incompatibles, puis on les corrige. Dans la vidéo suivante, on va voir ce que ça donne dans un vrai algorithme. Nous avons vu la théorie. Je vous montre maintenant le programme et les résultats qu'il obtient. J'ai modifié un peu l'algorithme pour que l'on affiche une vidéo au centre de l'image de données, histoire que YouTube ne détecte rien d'étrange et pour que ce soit un peu plus agréable à regarder que simplement une image de bruit. Ce n'est sûrement pas nécessaire, mais c'est aussi pour s'amuser. J'ai aussi ajouté une image fixe en début de vidéo. Cette image remplace la vidéo visuelle et peut donner des indications sur les pixels qui bougent étrangement afin qu'on comprenne ce qui se passe. Cette image fixe ne s'affichera que 5 secondes, puis la vidéo visuelle commencera. Les données sont donc codées autour de la vidéo. Commençons par la création d'une vidéo. Puis son téléchargement sur YouTube. L'attente qu'elle soit encodée en haute définition par YouTube. Le téléchargement de la vidéo encodée par YouTube et le passage par le décodeur afin de retrouver la donnée initiale. Regardons le fichier résultat. Voici le fichier d'origine. Voici le fichier reconstruit. On a bien récupéré le fichier d'origine qui était une vidéo. Alors pour le fun, petite variante, je me suis amusé à faire une version qui ressemble aux écrans de chargement de l'ordinateur personnel des années 80, le ZX Spectrum. Ça diminue fortement la densité de données puisque chaque ligne encode 2 bits et demi et une ligne d'encodage à 3 pixels de haut à cause des modifications dues à la compression comme on l'a déjà vu. Le décodage se fera que sur la ligne du milieu puisque les deux lignes de bordure seront sûrement altérées. Et astuce, de part et d'autre de la vidéo centrale, les lignes seront différentes, donc représentant des données différentes. Ce n'était pas le cas pour l'ordinateur rétro ZX Spectrum, mais cela ne se voit pas et donc ça reste amusant. Cette technique marche aussi bien que la précédente, même si la densité de données est si faible qu'elle ne permet pas de la rendre vraiment utilisable.
Voici le résultat une fois décodé. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que cette idée saugrenue vous aura amusé et vous aura été aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la compression vidéo et sur la correction d'erreurs. Je vous donne les codes sources des deux versions. Un raffinement pourrait être d'ajouter un chiffrement aux données avant encodage afin que vous puissiez les retrouver de manière privée. Enfin, je vous rappelle que si cette vidéo vous a amusé, si vous avez appris quelque chose, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine qui sera un petit peu plus sérieuse.